Bien le bonjour à vous toutes et tous, bande d'aventuriers. Je reviens avec la suite de cette découverte des règles de Massive Darkness 2. Lors de la dernière vidéo, on avait vu un gros morceau qui concernait la phase des héros, avec pas mal de petites mécaniques de jeu qui sont assez plaisantes. Les diverses actions que nous pouvons réaliser sur le terrain, et c'est quand même assez sympa. Jusqu'ici, ça me correspond. Maintenant, on va s'attaquer à la phase des ennemis. Alors, j'ai laissé le terrain tel que nous l'avions la dernière fois, à peut-être deux, trois choses près. Non, et encore, il ne me semble pas avoir touché grand-chose. Peut-être un passage du chat par ici. Ça ne devait pas être en foutoir comme ça. C'est pas le genre de la maison. Alors, la phase des ennemis. C'est la deuxième phase lors d'un tour de jeu en fait. Chaque bande et monstre errant du donjon est activé séparément. Les joueurs décident de l'ordre d'activation des ennemis. Notez que les bandes et monstres errants adoptent des comportements différents, détaillés plus bas dans leurs sections respectives. Et on commence d'abord avec l'activation des bandes. Alors je vais remettre un sbire avec ce mort-vivant, qu'on soit vraiment sur la notion de bande. Dans l'exemple de la dernière fois, aussi bien les morts-vivants et les squelettes étaient en possession d'une arbalète, chacun. Donc l'activation des bandes. Chaque fois qu'elles sont activées, elles effectuent deux actions. Lors de chacune de ces actions, la bande attaque une cible à portée, si possible. Si elle ne peut pas attaquer, elle se déplace. Donc là, on est vraiment dans la mécanique de jeu de zombicide. Attaque ou déplacement. Alors, on démarre par leur attaque. Ben, ça tombe bien parce que le paladin, là, va se faire attaquer. Les bandes essaient d'attaquer les héros autant qu'elles le peuvent. La bande cible le héros le plus proche situé dans sa portée d'attaque et sa ligne de vue. Si la bande dispose de plusieurs cibles situées à même distance, les joueurs choisissent qui sera le héros défenseur. Portée d'attaque dans sa ligne de vue si la bande utilise une attaque à distance ou magique. Oui, alors on n'oublie pas que les attaques corps à corps, c'est sur la même zone. Attaque magique, c'est à une zone adjacente orthogonalement. Et par contre, les attaques à distance, c'est lorsque la bande, comme ici, se trouve à plus d'une zone d'espace de sa cible. Alors les bandes portent des armes comme l'indique la carte objet, qui leur est attachée et qui détermine le type d'attaque, mêlée, distance ou magique. Là, on va être sur une attaque à 10. Alors, les deux, mon capitaine. Ah! Ça, c'est bien foutu comme exemple. Un des jaunes de base au corps à corps, un des jaunes de base sur une attaque à distance. Alors, je vais considérer que ce sont les squelettes. Alors oui, si je considère que ce sont les squelettes, on inverse. Ouais, alors, en manipulation, il va falloir que ça, ce soit proche de moi pour les parties, sinon ça va être casse-bonbon. Donc même punition, c'est la même carte, oui, mais ça vient pas du même emplacement, c'est important. Toudoudoudoudou. Dans un tel cas, la bande utilise toujours l'attaque la plus efficace en fonction de sa portée actuelle. Là, pas d'ambiguïté, corps à corps, égale attaque de mêlée. Et pour une attaque de mêlée, la bande doit se trouver dans la même zone que le héros ciblé. Attaque magique, héros ciblé doit se trouver dans la même zone ou une zone adjacente en ligne de vue. Ah oui, il ne faut pas oublier que l'attaque magique concerne aussi la même zone. Et pour les attaques à distance, la bande doit disposer d'une ligne de vue sur le héros ciblé et ne pas se trouver dans la même zone que lui. D'accord, donc ici, ça fait aussi office d'attaque à distance. Cette notion sera importante. Oui, parce qu'on peut très bien attaquer à distance sans que ce soit une attaque magique en fonction, encore une fois, de l'arme.
Note: si un quelconque effet de jeu retire l'objet du chef de bande, la bande est considérée comme possédant une attaque de mêlée qui ne lance que des dés ennemis, ces dés noirs-là. Et son chef ajoute +1 dé noir si possible. Toutes les figurines de la bande attaquent en groupe. Alors je vous rappelle que la bande est composée d'un chef et d'un nombre de sbires égal au nombre de joueurs présents. Donc l'attaque est résolue en suivant les mêmes étapes que pour l'attaque d'un héros en appliquant les changements suivants. Le héros est à présent le défenseur et la bande devient l'attaquant. Les ennemis ne gagnent pas de mana. Ah oui, parce que sur nos dés de héros, on a le symbole mana, donc nous on peut en récupérer. On a une zone sur notre carte qui nous permet de stocker la mana. Les bandes, non. Les ennemis ne lancent pas le dé d'ombre. Ça, c'est propre à nos capacités héroïques. Les héros défaussent un pion santé par blessure qu'ils subissent, à l'inverse des ennemis qui, eux, accumulent des pions santé lorsqu'ils subissent des blessures. Ouais, ok, bon, ça après, au final, sur les ennemis, on fait un peu ce qu'on veut. Il y en a qui vont vouloir placer autant de jetons qu'il va y avoir de blessures à infliger. Bon, la façon dont c'est dit, moi, ça me convient tout à fait. Ça évite de la manipulation à outrance. On a un exemple on retrouve notre ami David. La phase des ennemis commence et une bande de morts-vivants se trouve dans la même zone que Guetta. Il l'attaque. Donc on est sur du corps à corps. Prenez leur dé d'attaque. Un jaune, un orange, plus 2 dés d'ennemis, un par séide. Ah ouais, ok, donc là on est sur une attaque déjà un petit peu virulente. Le dé bleu octroyé par l'armure de Guetta est ajouté à la réserve, puis les dés sont lancés. C'est bien ce principe de cumuler tous les dés d'un coup et puis de balancer la purée après. Alors nos squelettes, là, ça voudrait dire que au corps à corps, ils attaquent avec un dé jaune. Notre ami paladin, bon, on va considérer qu'il a la même armure de cuir usé. De toute façon, on l'a tous au départ. Ça donne dans le pool de dés le dé bleu de défense. Et on a 2 dés noirs pour un départ. Ah, par sbire. Attention. Où est-ce que j'ai vu ça? C'est un dé noir par sbire, il me semble. Donc ça ferait ceci en dés à lancer. Allez, on y va. Pardon, on y va. Et encore une fois, comme lorsque c'est nous qui attaquons, on décide dans quel ordre on va résoudre les dés. Ce truc-là, ça fait quoi? Ah oui, ça inflige une blessure, et dans le cas où c'est le héros Guetta qui est utilisé, ça lui génère un point de rage, parce que ça, c'est propre à sa classe de personnage. On va continuer avec les symboles proposés. Donc, le symbole mana, on n'en tient pas compte. Personne ne gagne le mana obtenu. Étant donné que c'est la bande qui attaque, Guetta doit ensuite résoudre les 2 mains griffues. Pour chaque main obtenue, la capacité des morts-vivants leur inflige 2 blessures. Alors ça, c'est propre à ce que l'on voit là. Donc, il faut s'intéresser à la carte. Et en cas d'attaque, il n'y a rien. Eux, c'est que en défense. Ah la vache! En défense, s'ils obtiennent 2 symboles mains, on ajoute un CI de squelette à cette bande si possible, à moins que le héros attaquant ne défausse un jeton de mana. Mécanique sympa. Donc là, en l'état, combat des squelettes, on ne s'en tiendrait qu'à ce résultat-là. Ok, un décès de mort-vivant a déjà subi une blessure, il est tué en prenant les 4 suivantes. Ok, d'accord, d'accord.
Les 4 dés jaunes supplémentaires vont au-delà de la limite autorisée pour ces dés. Seuls 2 des 4 dés sont donc lancés et donnent un résultat vierge. Ouais, après on compare avec... Enfin, on soustrait plutôt la défense. Oh, bah c'est bien ça. Alors ça voudrait dire que ce sont des dégâts imparables et le bouclier sert à annuler des dégâts symbolisés par les épées. Ça a l'air d'être ça. Je vous dis ça à revérifier quand même. Mais il me semble. Ok, donc ça c'est pour l'attaque, pour peu qu'on soit au corps à corps. Après, on a le déplacement. Donc on n'en a pas plus hein, sur l'attaque des ennemis. Au niveau des bandes, ça reste relativement soft. C'est bien, ça veut dire que ça va avancer plutôt pas mal pour la gestion des combats. Quant au déplacement des bandes, elles ne se déplacent que si elles ne peuvent pas attaquer. Donc imaginons qu'elle est une arbalète, qu'elle n'est pas une arbalète plutôt, mais qu'un manche d'arbalète, tiens, qui ne leur servira pas à attaquer à distance. Les morts-vivants voudraient se déplacer. Première cible en ligne de vue, c'est encore une fois le paladin. Alors les bandes ne bénéficient pas de points de mouvement et ne se déplacent en conséquence que de une zone par action. Oui, mais dans ce cas-là, une action, elle se déplace. 2 actions, elle se redéplace de toute façon. Alors je vois le jeton poison là qui se trimballe avec le chef de la bande de morts-vivants. Au début de leur tour, il faut enlever 2 points de vie sur eux. Donc lorsqu'une bande se déplace, elle emprunte le trajet le plus court pour atteindre le héros le plus proche. Si plusieurs héros remplissent ce critère, les joueurs décident vers quel héros se dirige la bande. Les bandes ne peuvent pas ouvrir les portes ou interagir avec les éléments de décor. Ah, et ne déclenchent pas les pièges. Oui. Là, je fais juste un petit moui. En quel honneur les bandes ne déclencheraient pas de pièges. Alors oui, je sais, on n'est pas à Gloomhaven, hein, certes, mais bon, allez, on va accepter. Jusqu'à présent, je n'ai viré qu'une seule règle que je trouvais crétine, avec cette histoire de riposte à distance des monstres, alors qu'ils sont pas du tout censés pouvoir le faire. Ça a dégagé. Bon, l'histoire qu'ils ne déclenchent pas les pièges, je vais dire pourquoi pas. Ah bah c'est tout. Activation des bandes, c'est super simple, hein. Voilà, on a une colonne de texte, pas plus. Par contre, maintenant, on va parler des monstres errants. C'est une mécanique différente. Viens ici, toi. Alors, les monstres errants, oui, ils ont des fiches quand même beaucoup plus complètes et complexes. Les monstres errants sont de redoutables ennemis dotés de capacités uniques. Ils sont généralement générés lors de la phase des ténèbres, ok, mais peuvent également être générés par les cartes portes ou par certaines règles spéciales de quête. Lorsqu'ils sont activés, ils suivent une liste d'instructions détaillées sur leur carte. Une liste d'instructions détaillées sur leur carte. On reprend la goule. Ah ouais, là on a valeur de défense, valeur d'attaque, X points de vie par héros, le type de jeton du sac à trésor que l'on place. En premier lieu, consultez la première condition. Si elle est remplie, appliquez le premier effet et mettez ensuite fin à l'activation. Ah d'accord, on les enchaîne pas. C'est ou faisable, on stoppe, ou pas faisable, on passe à la suivante. Si la zone de la goule contient un séide, non. Donc on passe à la suivante. Sinon, la goule se déplace de 3 zones. 1, 2,
Voilà le cas de figure où, pardon, le cas de figure où on a une règle qui nous dit que les zones ne sont pas limitées en nombre de figurines. C'est un peu imbitable leur truc là. Mais what? Je sais plus à quel jeu il y avait une règle lorsqu'une grande figurine rentrait dans la zone Village Attax, il me semble. Une grande figurine rentrait dans la zone encombrée, elle poussait des figurines plus petites de façon à ce que le socle tienne entièrement. Alors attendez, je vais voir plus loin, hein, il y a peut-être un cas particulier pour ça. Donc notre goule, elle se déplace jusqu'à la zone du paladin et l'attaque si possible. Et en combat, la goule, si elle a un symbole griffe, déplacez la bande la plus proche de une zone en direction de la goule. D'accord, c'est un petit effet plus plus. Là, le paladin, il morflerait alors, parce qu'en attaque, on a un dé orange, un dé noir. Lui aurait un dé de défense bleu avec son armure. Ah, bah, il a pas. Non, ça irait. On va voir. Ouais, bon, il morfle. Une blessure. Bon, rien d'alarmant. Attention, attention quand même. Bien faire attention à la lecture donc de la condition, on fait ou on fait pas, et puis des effets bonus que peuvent avoir les monstres errants. Cas particulier, dans le cas où aucune des deux conditions n'est remplie, le monstre errant est activé de la même façon qu'une bande et bénéficie de 2 actions. Oui, oui, ça permet de couvrir en fait les rares cas où une des deux conditions ne pourrait pas être appliquée. Alors je dis une des deux conditions. Là, on en a deux. On en a deux. Deux. Ouais, c'est bien ça. À chaque fois, il y a deux conditions sur leur carte. Après, les attaques des monstres errants sont résolues de la même façon que celles des bandes, sauf que les monstres errants n'utilisent pas de carte objet. Leurs dés d'attaque et ennemis sont indiqués sur leur carte. Oui. Une fois que tous les ennemis ont été activés, la phase des ennemis prend fin. D'accord, point barre. Plus loin, il y aura un cas particulier sur les boss. Mais sinon, c'est super simple, hein, la phase des ennemis. On a une règle spéciale qui concerne les KO. Lorsqu'un héros ne dispose plus d'aucun pion santé à cause des blessures, il est KO. Ah, donc, notre ami Pedra, plus de points de santé, KO. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Toucher sa figurine sur le côté et défausser tous les pions états en sa possession. Au début de chaque round, si un héros est KO, les joueurs doivent dépenser un pion porteur de vie. Alors ce sont ces gros pions-là, qui sont disponibles en fonction du nombre de héros sur le terrain, et à un ou deux joueurs, on n'en a qu'un. J'ai cru avoir lu qu'il fallait le retourner, c'est ça? Voilà, qu'il retourne sur sa face grise. Le héros KO se relève en récupérant 3 points de santé et autant de mana que ceux qu'il possédait. C'est une action gratuite. Il reprend normalement le cours de la quête. Cependant, s'il ne reste plus aucun pion porteur de vie à retourner, la quête se termine immédiatement sur une défaite. D'accord, on a droit à 2 joueurs, on a droit qu'à une seule chance de se remettre debout. Bon, c'est la vie supplémentaire. Note: si un héros subit des blessures qui le mettent KO au cours de sa propre attaque, celle-ci est quand même résolue avant que le héros ne soit mis KO. Ouais, d'accord, il inflige quand même les dégâts.
Un héros KO ne peut plus effectuer d'action ni être ciblé. Ok. Et si tous les héros dans le donjon sont KO, les ennemis ne sont pas activés. Ah oui, d'accord, ça stoppe complètement leur tour, ce qui est logique puisque tout le monde serait KO. Ouais, ok. Une fois qu'un pion porteur de vie a été dépensé, tous les héros peuvent bénéficier de son effet dépensé jusqu'à la fin de la partie. L'effet conféré est combat. Cet effet est cumulatif. Quoi? L'effet conféré est combat. Cet effet est cumulatif. Ça veut dire que si on a 2 jetons retournés, on cumule. Et c'est quoi l'effet combat? Une fois qu'un pion porteur de vie a été dépensé, tous les héros peuvent bénéficier de son effet dépensé jusqu'à la fin de la partie. Avant, dans la doc, dans les règles, j'ai pas souvenir d'avoir eu une explication sur l'effet combat, alors ce sera peut-être plus loin. Et après, on passe à la 3e phase, la phase de gain de niveau. Ce qui m'amène à penser que non, on n'a pas eu la réponse pour ce qui est du nombre de figurines par zone. C'est illimité, c'est le foutoir assez rapidement pour peu qu'il y ait un monstre errant, hein. Je pense pas que ce soit un cas de figure rare, ça, qui se produit en cours de partie. Mouais, on verra. Ok, bon, alors je fais gaffe à la voix parce que je sens bien que ça, ça gratouille, ça merdouille, ça part en sucette. Maintenant, la 3e phase, phase de gain de niveau. Lors de la phase de gain, les héros doivent, et ça c'est marqué en caractère gras, c'est une obligation, donc doivent dépenser l'expérience qu'ils ont accumulée afin d'augmenter leur niveau autant de fois qu'ils le peuvent. Ah oui, ok. C'est pas un niveau on stocke, c'est on claque tout. Le montant d'XP requis pour augmenter de niveau augmente progressivement, comme indiqué sur le pion niveau. Alors, important, si le gain de niveau n'est pas optionnel, si un héros peut augmenter son niveau, il doit le faire. Oui, c'est pas si, pardon. Le gain de niveau n'est pas optionnel. Là, c'est vraiment une règle à laquelle on ne peut pas échapper, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est une phase en soi, on fait le gain. Alors, passer du niveau 1 au niveau 2 nécessite de dépenser 5 points d'expérience. Du niveau 2 au niveau 3, 10. Ouais, ok. Après, du 3 au 4, 12 et 18 ensuite. Quand votre héros augmente de niveau, effectuez les étapes suivantes. On diminue sur le tableau le nombre de points d'XP dépensés. Oui, c'est logique. Ensuite, sur le tableau de bord du héros, déplacez le pointeur de niveau vers le niveau supérieur. Ah oui, c'est qu'on est comme ça. Je dépense parce que je peux le faire et hop, je suis niveau 2. Augmentez votre valeur maximale de santé mana. Les nouveaux maximum santé mana sont égaux à la somme de leur valeur de départ plus le montant indiqué au nouveau niveau. Si vous augmentez la santé ou mana, prenez le nombre de pions correspondant. Oh! Dans le sac à trésor, ajoutez le nombre et le type de pions trésor indiqués sur le pion niveau. Ah, d'accord, ça doit être pour ça que l'on a ces jetons disponibles à la mise en place. Quand je passe niveau 2, je rajoute mon jeton trésor rare dans le sac à trésor. Hop là.
Et après, pour 3, 4, 5, je rajoute les jetons épiques. Ah, c'est cool, c'est une mécanique qui va permettre de faire du loot plus intéressant. Ah, c'est malin ça. On en était où? Ici. D'accord. Et enfin, 5e étape du gain de niveau, on gagne une nouvelle compétence. Alors, le gain des compétences, chaque fois qu'on augmente de niveau, on reçoit une nouvelle compétence choisie parmi celles disponibles pour sa classe. Le niveau du héros requis de la nouvelle compétence ne doit pas être supérieur au niveau du héros. Bon, ça c'est logique. De nombreuses compétences possèdent des paliers. Ah bon? Ce qui signifie qu'elles peuvent gagner en puissance quand on augmente de niveau. Les compétences à paliers sont dotées de chiffres romains, comme la compétence forme d'ombre 1 et forme d'ombre 2. Ah oui, là. Après. Mhm. On serait plus loin. Ah ouais, d'accord, c'est au niveau 3 où on a forme d'ombre 2. Ok. Et alors, ça implique quoi? Les compétences à palier doivent être acquises dans l'ordre, et chaque nouveau palier remplace le précédent. Ah bah ça, c'est bien. C'est bien dans le sens où ça évite de cumuler trop de cartes au niveau du plateau et de devoir se rappeler qu'on a telle ou telle compétence. Donc, hop, on passe comme ça. Alors moi, ce que j'avais choisi, c'était décoction mortelle, roublard, capacité niveau 1. Et ben décoction mortelle, je ne la retrouverai que au niveau 3. Ok. Donc là, si je passe niveau 2, j'aurai le choix entre ruse éprouvée ou trousse à outils. Mal. Ensuite, alors ensuite, bon, on a l'exemple sur le fameux gain de niveau. Je reviens pas dessus, hein, c'était vraiment très clair, pas de problème. Ça, c'est donc la phase 3. On en arrive à la phase que l'on adore détester, c'est-à-dire la phase des ténèbres, ou la phase de mythe, ou la phase de... bref, les méchants qui vont jouer pour eux. Chaque round, la menace dans le donjon. Ici, on démarre niveau 1. La menace dans le donjon se fait plus pressante. Si les héros ne remplissent pas les objectifs de leur quête, ils finiront par être submergés par les forces du mal. Là, on a le marqueur des ténèbres. Au tour 3, on a, avec ce symbole-là, la génération de monstres errants. Tour 4, ce symbole indique un ajout dans le sac au trésor d'un jeton rare. Encore une génération de bandes, un jeton épique, une bande, un jeton épique, une bande. Ah oui. Alors, chaque phase des ténèbres, le marqueur ténèbres avance de une case. Lorsqu'il atteint le symbole génération, générer une bande dans chaque zone dotée d'un portail. Oh la vache! Quel que soit son type. Alors, il nous parle de portail, quel que soit leur type. On peut avoir... alors, j'ai vu ça où? Ah, c'est là. Portail standard ou portail de monstre errant. Ah oui, ça peut se cumuler super vite. En fait. Mais attention, je vais trop vite là. Parce que on a un distinguo avec les symboles. Là, c'est une bande classique.
Monstre errant, génération de bandes. Oui, oui, c'est ça. Là, c'est une génération de bandes, alors que là, c'est la génération d'un monstre errant. Ok. Alors, quand le marqueur atteint les symboles de trésor, là, on ajoute le pion concerné dans le sac à trésor. Quand on progresse au-delà de la case numéro 9, on retourne la piste, on replace sur le premier round. La piste des ténèbres reste sur cette face jusqu'à la fin de la partie. Lorsqu'on arrive à la phase 4, là on a bien le hop, la flèche qui nous indique de revenir ici. Auquel cas on aura une bande au round 2, un monstre errant au round 4. Alors, génération de monstres errants. Règle particulière. Admettons qu'on fasse une partie en une seule passe. On va en rajouter 1, 2, 3. Déjà, ça peut faire pas mal. Hein. Alors, génération de monstres errants. Piochez une carte monstre errant en fonction du niveau. Dans le sac à trésor, piochez le nombre de pions trésors indiqués sur sa carte. Ensuite, placez l'ennemi correspondant dans la zone du portail de monstres errants. Comme pour les bandes, si un monstre errant doit être généré et que le paquet est vide, on forme un nouveau paquet avec la défausse. Si aucune carte monstre errant défaussée n'est disponible, on en pioche un du niveau de donjon supérieur. Ah oui. Si le monstre errant sur la carte piochée se trouve déjà dans le donjon, ne générez pas un nouvel ennemi de même type. Au lieu de cela, replacez la carte monstre errant actuelle par sa version de niveau supérieur. C'est pas con comme règle, ça. C'est vrai que c'est pas bête. C'est bien pensé. Ça pourrit pas le plateau de monstres nécessairement, vu que déjà il y en a pas mal. Mais par contre, ça fait évoluer le monstre errant sur son niveau supérieur. Ok. Précision, lorsque vous remplacez des cartes ennemies de la sorte, ne retirez pas les blessures, les états ou les pions trésors en sa possession. Et on arrive à la fin de la phase des ténèbres. Retournez tous les pions activation des héros sur leur face pardon, sur leur face visible bleue. Bleu. Et là, on a clôturé en fait un tour complet. Donc on reprend. On a dit phase des héros, phase des ennemis, phase de gain de niveau, phase des ténèbres. Une fois qu'on a ces mécaniques-là bien en tête, ça doit quand même tourner assez vite, assez bien. Alors, après, on a règles supplémentaires. La première qui va concerner l'ombre et la lumière. Une figurine qui se tient dans une zone d'ombre est considérée comme étant dans l'ombre. Certaines compétences et capacités ne peuvent être utilisées qu'en étant dans l'ombre. De plus, être dans l'ombre offre un avantage aux héros. Les porteurs de lumière sont des aventuriers spécialement entraînés à combattre dans l'obscurité. Lorsque vous attaquez en étant dans l'ombre, on ajoute le dé spécial à notre réserve. Ok. Et notamment sur ce dé-là, je rappelle qu'il y a la face comme ça du visage des ombres qui permet de déclencher des capacités spécifiques. Alors par exemple avec Phaedra, dans l'ombre, avec ce résultat, on pioche un pion roublard. Pioche un pion roublard. Ok, alors je ne sais pas encore à quoi correspondent les pions roublards, mais on l'apprendra plus tard. Ok. Toute figurine qui se tient dans une zone lumineuse est considérée comme étant dans la lumière. Certaines compétences et capacités ne peuvent être utilisées que dans la lumière. Ah oui, bah, c'est bien, mécaniquement c'est bien pensé, comme ça il y en a pour tous les goûts. Après, en règle supplémentaire, on nous parle du niveau de donjon qui influe sur le type d'ennemis et d'objets qui sont générés au cours d'une quête.
Le niveau de donjon est égal au niveau le plus élevé parmi les héros. Donc là, encore une fois, ça fait penser à Zombicide avec le niveau de danger. Par exemple, si 3 héros sont au niveau 2 et qu'un quatrième atteint le niveau 3, le niveau de donjon est de 3. C'est très simple, mais ça a quand même un impact sur les pioches de cartes que l'on donne aux boss des bandes et aussi bien sûr sur les types d'ennemis. Alors pas bande. Ah bah si, bien sûr que si. Niveau 1, 2, niveau 3, 4, etc. jusqu'au niveau 5. Règle particulière qui concerne, j'allais dire les boss, mais non, parce que dans la boîte de base, on avait vu la dernière fois que l'on n'avait qu'une seule figurine de boss avec, voilà, elle est là, sa carte. Et là, c'est Michel, l'archange corrompu. Eh ben, mon garçon. Alors là, encore une fois, interrogation concernant l'emplacement qu'il prend dans le donjon, c'est quand même assez énorme. Bon. Les boss sont des ennemis uniques qui apparaissent dans certaines quêtes. Et dans ces quêtes, les abattre constitue généralement la condition de victoire. Les quêtes indiquent la salle dans laquelle il est placé. Elle est appelée salle de boss. Les boss ne se déplacent pas. Ah ouais. Les boss ne se déplacent pas et ne sont pas activés et ne génèrent pas d'effet jusqu'à ce que le combat contre lui commence. Hmm. Donc c'est à la mise en place où on nous dit, bah, lui il est au bout de couloir là, si vous voulez sortir, il va falloir lui passer dessus. Ah, il se déplace pas. Alors ça me plaît bien dans le sens où ça fait une pression en moins. C'est quand même cool. Ah, ça sonne, je reviens. Me revoici décidément, c'est assez chaotique cet après-midi. Alors, on en était à la fameuse salle de boss, qui ne se déplaçait pas. Et la bataille contre le boss est déclenchée lorsque certaines conditions de la quête sont atteintes. Je suppose que parfois il va falloir activer un truc ici, un machin là, avant d'aller le friter, récupérer quelque chose. Alors quand le combat contre le boss commence, effectuez les étapes suivantes. Tous les héros sont déplacés vers la salle du boss. Ah d'accord. Dans les zones indiquées par la quête, si plusieurs zones sont possibles, les joueurs choisissent. Les héros récupèrent leur santé, leur mana jusqu'à leur valeur maximale. Ah ouais, bon alors, j'allais dire, je suis pas très fan de ce genre de mécanique parce que voilà, on sait pas trop pourquoi, comment, mais sous prétexte que l'on affronte un boss, bah voilà, c'est un boss. Donc on se régénère. Bon. Oui, 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 si s'ils le disent, on va le jouer comme ça va pas trop me perturber non plus. On effectue une phase de gain de niveau. Ok. Donc faut vraiment y aller quand même assez couillu, hein. Là, on nous donne en plus la possibilité d'effectuer une phase de gain de niveau avant de s'y frotter. On retire toutes les dalles, à l'exception de la salle, du boss, ainsi que tous les éléments de jeu qui s'y trouvent. On retire la piste des ténèbres. On dispose le tableau de bord du boss à côté du donjon. Ah ouais, on est sur la fin de partie qui déboîte, quoi. Placer le marqueur ténèbres dans la case la plus à gauche. Donc on serait comme ça. Voilà, on serait comme ça. Ouh là là! Commencer une nouvelle phase des héros. Les combats contre les boss suivent des règles particulières. Les boss modifient le déroulement de la phase des ennemis. Ah bon? Plus- Plutôt que se dérouler après la phase des héros, la phase des ennemis, la phase des ennemis du boss a lieu après le tour de chaque héros.
Alors bon, là, ils auraient dû mettre la phase du boss au lieu de la phase des ennemis du boss, ça fait bizarre. Bref, on aura compris. Donc, Phaedra joue, le boss joue, Monsieur Paladin joue, Monsieur Michel joue. D'accord. Pour chaque action dont dispose le boss, chaque action donc qui sont là, lancez ces dés d'activation et résolvez la capacité spéciale du tableau de bord du boss qui correspond au nombre exact de résultats obtenus. Ouais. Alors, nombre exact de résultats obtenus en griffes, en main. Ignorez les griffes lors des lancers. Les boss résolvent une seule capacité lors de chacune de leurs actions. Et j'en lance combien? Ça voudrait dire que je lance un dé ici. Rien. Aucune main. Il ferait justice céleste. Placez Michel dans la zone du héros doté du plus de... Qu'est-ce que c'est que ce symbole? Ah, de jetons trésor commun a priori et attaquer ce héros. Ouais. Ouais. La zone du héros dotée de plus de ça. Et c'est ce symbole-là que je vous montre. Donc, il doit y avoir des jetons dans la boîte et les héros vont cumuler ces jetons-là. Lors de la phase des ténèbres, avancez le marqueur de une case sur sa piste. Dès qu'il parvient dans une case dotée d'un effet, ce dernier est activé. Ah, ce sont des jetons de corruption. Corruption X. D'accord. Si vous avez atteint le bout de la piste du boss, le marqueur ne progresse plus lors de la phase des ténèbres. Donc 1, 2, 3, 4. Enfin, on démarre là. 1, 2, 3, 4. On a 4 tours avant de ne plus faire bouger le compteur. 4 tours, ouais, sachant qu'il a quand même 15 points de vie par héros. Ce qui n'est pas rien. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est que on a une nouvelle mécanique d'affrontement. Donc ça permet de ne pas tout le temps opérer le même gameplay vis-à-vis d'une bande, d'un monstre errant et du boss. C'est pas mal. C'est bien pensé. Note, certaines quêtes génèrent des ennemis liés à des objectifs de quête. Lorsque vous générez un ennemi de cette façon, si l'ennemi sur la carte piochée se trouve déjà dans le donjon, remplacez-le par sa version supérieure. Bien, et on effectue une action. Ok. Toutefois, après avoir résolu cette carte, piochez-en une nouvelle pour cette génération. Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'un ennemi soit généré. Dans le cas extrêmement rare où il ne reste plus aucun ennemi à générer pour cet objectif, la partie se termine immédiatement sur une défaite. Ah oui, alors ça, c'est dans le cas où certaines quêtes génèrent des ennemis liés à des objectifs. Donc, il faut faire en sorte d'avoir toujours à disposition le même type d'ennemi qui puisse être généré, sinon on perd. D'accord. Après, il nous parle des capacités spéciales. Il y en a un petit paquet. Ça va être le genre de page à faire en photocopie pour mémo. Pas avoir à trop chercher dans les premières parties. Les héros, ennemis, objets, compétences possèdent diverses capacités. Ces capacités adoptent un format commun afin de faciliter leur compréhension. Ce format est le suivant. On a le type, la condition de déclenchement, le prérequis et les effets. Ah oui, alors, par exemple, si je prends les morts-vivants,
on a le type, la condition de déclenchement ou prérequis et l'effet derrière les 2 points. Certaines capacités possèdent des conditions de déclenchement et d'autres non. La plupart d'entre elles ont également un coût comme dépenser du mana ou des résultats de dés spécifiques. Ouais, alors je ne pense pas que parmi les capacités là. Ouais, si. On doit quand même dépenser un mana. Avec forme d'ombre niveau 3, on dépense un mana pour appliquer l'effet d'avoir plus 3 touches. Ok. Alors important, à moins qu'une condition de déclenchement spécifique ne stipule le contraire, les capacités peuvent être utilisées à n'importe quel moment du tour d'un héros, avant ou après une action. Ah ouais, ouais, donc d'où l'intérêt de ne pas, surtout en solo, de ne pas jouer avec, au début en tout cas, plus de 2 héros, parce que se souvenir de tout, c'est galère. Ça se fait, mais c'est galère. En condition de déclenchement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas. L'attaque, donc capacité, ne peut être déclenchée qu'une seule fois par combat. Par combat. L'attaque avec un type. La capacité ne peut être déclenchée par l'attaquant qu'une seule fois par combat avec une attaque du type indiqué. Corps à corps, magie ou distance. La défense, déclenchée par le défenseur qu'une fois par combat. La condition combat, déclenchée par l'attaquant ou le défenseur qu'une seule fois par combat. Condition déplacement, capacité déclenchée qu'une seule fois par action de déplacement. Oui, bon, ça reste logique, hein. Et quand on a la condition n'importe quand, c'est une capacité déclenchée même si ce n'est pas le tour du héros. Ok. Ensuite, on a les coûts ou les prérequis. Par exemple, si on a le mot-clé action, on doit dépenser une de nos actions pour déclencher la capacité. Ombre, on doit se trouver dans l'ombre. Lumière, on doit se trouver dans la lumière. X mana, on défausse X pion mana. Subir X blessures, on subit les blessures. Ah, blessé X. Le héros doit actuellement avoir subi X blessures ou plus. Ok. Arme double. La capacité ne peut être déclenchée que si le héros, décidément, utilise 2 armes pour attaquer. Ah oui, c'est vrai. Ici, on peut avoir une arme ou une arme à 2 mains, mais là, on peut avoir une autre arme à une main. Donc, ce sont des armes doubles. X mains sur... Alors ça, c'est sur les dés noirs. L'ennemi doit avoir obtenu X symbole main pour déclencher la capacité. Oui. Important, contrairement aux capacités de héros, les capacités de combat main peuvent être déclenchées plusieurs fois au cours d'un seul et même lancer. Oh, c'est vache. Ah, on a un encart sur la limite de matériel. On est limité par celui contenu dans la boîte. Si un pion ou un autre élément vient à manquer, n'utilisez pas de substitut. Les seules exceptions sont les pions santé et mana. Les pions santé et mana, ouais, qui eux ne sont pas limités. Pour ceux-ci, vous pouvez avoir recours à des substituts si nécessaire. Alors, en fait, je pense pas qu'il y ait besoin parce que je vois qu'il y a des jetons mana sans points de vie. Des jetons points de vie, justement, unité 5, 10 et 100. Après, au pire, c'est les dés que l'on place à côté. Ça, c'est un très bonne façon de faire.
Pour en finir avec les capacités spéciales, on nous parle d'effets. X touches, par exemple, ça ajoute X résultat de touche au total du héros ou de l'ennemi pour l'attaque. Ouais. Même chose en défense, même chose pour la mana, même chose pour les dés, ça rajoute le nombre de dés à la réserve. Les pions, alors feu et givre, ça rajoute X jetons à côté de la figurine. Ah, on a une possibilité de relance, permet de relancer X dés. Permet de relancer X dés d'ennemis. Ah oui, parce que derrière, on voit que c'est entouré du symbole noir, enfin, la couleur noire pour les dés ennemis. XPM pour point de mouvement, quand on effectue une action de déplacement. Alors, on a du plus, on a du moins. Il ne concerne que les boucliers. On retire X résultat bouclier du total héros ou ennemi. Ignorer X lors du lancer, ignorer XD ou résultat de D, d'accord. Soin X, ça permet de retrouver X points de santé. Lorsque cette capacité est déclenchée par un héros, il peut choisir d'en appliquer intégralement l'effet sur un autre héros dans sa zone plutôt que sur lui-même. Lorsqu'il soigne, le héros peut retirer un pion feu par point soigné plutôt que guérir des blessures. Quand elle est déclenchée par une bande, cette capacité de soin ne ramène pas les séides morts à la vie. Bah tiens. On a un symbole d'effet infini là, permet à une capacité d'être déclenchée plusieurs fois au cours de la même action. Et sinon, on a un effet une fois par round ou une fois par combat. Ok, les pions état, nous avons du feu et du givre. Dès que le héros ou ennemi est activé, s'il possède un pion feu ou plus, on retire un pion, on lance un dé jaune, le héros subit une blessure pour chaque résultat touche. D'accord. On répète cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun pion sur ce héros ou cet ennemi. Les blessures issues de plusieurs pions feu sont toutes subies en même temps. Et si une figurine ennemie est tuée par le feu, les joueurs choisissent un héros qui reçoit à la fois l'expérience et toutes les autres récompenses. Ah oui! Il y a Boosty qui vient s'intéresser à ce qui se passe dans la pièce à jeu. Salut mon chat. Ok, et alors avec le givre, je suppose que l'on va avoir le même type d'effet. Alors donc le feu nous inflige des blessures. Par contre, quand on a le gel et qu'on doit être activé, on retire un jeton à la place. Ok, quand un monstre errant doit être activé, s'il possède 2 gels, on retire les 2 pions et il perd toute son activation. Ah, c'est un effet bloquant en fait. Si le monstre errant ne possède qu'un seul pion gel quand il doit être activé, retirez ce pion sans aucun effet. Les boss peuvent subir des pions gel, mais lorsqu'ils sont activés, ils retirent ces pions sans aucun effet. Autant ne pas leur mettre du tout. Ok. Et donc maintenant, nous reste à voir les pions et zones spécifiques. Et après, ce sera la classe de héros. Alors, je m'arrêterai après les pions et zones spécifiques, hein, comme je l'avais évoqué la dernière fois. Et en dernière vidéo, bah, ça fera l'objet de la découverte, pour moi, des classes de héros. Et pour vous aussi, si vous ne connaissez pas. Donc les pions et zones. Certaines quêtes ont recours à des pions qui sont déclenchés à des moments précis et avec lesquels il est possible d'interagir. On a des pièges à pieux, des pièges à ours, des piliers, des fontaines, des coffres, jetons forge et les tuiles spécifiques de pont. Mettre comme ça. Et elles sont rectales versales, ouais. Ok. Pas de spécificité particulière d'un côté ou de l'autre. Alors,
On commence par les pions à pieux. Ah, ce sont ces espèces de merdouilles là. On est parmi les jetons les plus gros. Voilà à quoi ça ressemble. Bah oui, effectivement, on a bien des pieux qui sont dessinés. On peut avoir des pieux ici. Sauf indication contraire, les pièges à pieux sont toujours placés face cachée, zone bleue. Ah oui, ok. Quand on se déplace dans une zone qui en contient un, on le retourne, on subit le nombre de blessures indiquées. Si le pion est vierge, aucune blessure n'est infligée, on retire le pion une fois qu'il a été révélé. D'accord, donc en fait, faut se lancer, puis on voit ce qui se passe, quoi. On voit, là on a encore une blessure, on en a avec 2 blessures. Ouais, c'est des petites pénalités, ça va, c'est pas encore trop virulent. Une blessure, 2 blessures. Enfin, la dernière fois, on a vu que les héros ne possédaient pas tant de points de vie que ça. Ça peut grignoter. Et alors là, après avoir lu cette règle de pion piège à pieux spécifique, je suis désolé, mais en quel honneur les monstres qui marchent dedans seraient immunisés? Il y a débat. Ça y est, il y a débat dans ma tête. On verra à l'usure. Il y a aussi des pièges à ours. Piège à ours, sauf indication contraire, toujours placé face cachée, donc bleu. Quand on se déplace dessus, on retourne le pion. S'il est indiqué perdez une action, non. Le héros met immédiatement fin à son action de déplacement et perd une action ce tour. D'accord. Si c'est vierge, on retire le pion. Pas d'autres effets néfastes. Combien on en a? Ah oui, alors il y en a un petit paquet quand même. Ah bah voilà une phase vierge. Pour le piège à pieux, là on perd une action. Et on n'en a que 3 a priori. Ok. Les piliers, ça c'est un pilier vu de dessus. Il ne bloque pas la ligne de vue, mais il gêne les attaques à distance et magiques. Lorsqu'on attaque dans une zone qui contient un pilier, ou que ça traverse, on lance un dé jaune en moins. Ah ouais, c'est une belle pénalité quand même. Si l'attaquant n'a pas de dé jaune, rien ne se passe. Ok. Bon, bah comme ça simplifie le truc. Ils auraient pu dire quoi d'ailleurs? On enlève une touche ou non, c'est crétin ça. Bon bah ok, pilier égale un dé jaune en moins. On a des fontaines. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas vu de fontaine moi. Les pions fontaines sont toujours placés face cachée. Ah oui, c'est ça. Donc encore une fois, ce côté-là, on en a 4 et ça génère des soins. Les héros peuvent interagir avec un pion fontaine en dépensant normalement un point de mouvement pour retourner ce pion et immédiatement soigner du montant indiqué. Retirer le pion une fois qu'il a été révélé. Ah, 4 soins, 3 soins, soins maximum et 3 soins. Ah, c'est pas dégueu quand même. Alors ça me fait penser en animation pour alléger un petit peu le jeu, pour peu que ce soit difficile, je sais pas encore, hein. Ça peut être pas mal de placer un jeton fontaine stratégiquement dans un endroit du donjon pour donner un petit coup de boost si nécessaire. Ok, on a les coffres. Alors les coffres, il y en a un paquet. Même chose, les coffres sont toujours placés face cachée. On a une bonne quinzaine. On a du gros et du petit. Et donc, les héros peuvent interagir avec un pion coffre standard, donc petit,
en dépensant normalement un point de mouvement pour retourner ce pion et gagner 2 objets. Ah oui, d'accord. Là, on a 2 objets communs. Et on gagne des objets du niveau de rareté indiqué. Et on retire le pion une fois qu'il a été révélé. Donc là, ça peut... Oh, 2 objets rares. Alors Gérard, pas le prénom, hein, c'est vraiment des objets rares. Tiens, te v'là toi. Ah bah c'est super rare. Alors ça, c'est Tachon. Je vous présente, je vous parle tout le temps de Boosty le chef. Et ça, c'est Tachon le gros. Le tueur de Piaf, malheureusement. Ouais. Tu m'excuses, mais j'enchaîne avec les grands coffres. Parce que les grands coffres, on dépense toujours un point de mouvement pour le retourner. Et cette fois-ci, par contre, on gagne 3 objets. Ah, mais il y a moyen de se faire des boosts d'objets assez sympathiquement quand même. Après, si c'est bien pensé, on a le gameplay de se dire est-ce qu'on ça vaut le coup d'aller perdre du temps, d'aller fouiller un coffre, ou bien faut absolument bourriner pour maximiser le jeu et puis aller vers la victoire. Ok, ensuite, on a les pions forge. Alors, pion forge, bah forcément, c'est une enclume. Ah, ils sont assez gros, c'est bien. Toc, toc. Ah oui, d'accord, il n'y a pas d'indication derrière. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut interagir avec un pion forge en dépensant un point de mouvement pour fabriquer une pièce d'artisanat. Ça implique de défausser 3 cartes objets et de piocher une carte du niveau de rareté supérieur. Ah ouais. Donc 3 communs pour un rare, 3 rares pour un épique. Ah d'accord. C'est sympa ça parce que ça veut dire qu'à force de tuer du monstre, de faire des fouilles, on doit se retrouver avec un inventaire de cartes objets assez conséquent et ça permet de s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'il précise? En ce qui concerne la forge, les consommables sont considérés comme communs. Ok, on peut même virer des objets comme ça, consommables. Un héros peut dépenser plusieurs points de mouvement au cours d'une même action afin d'interagir plusieurs fois avec la, pardon, avec la forge. Ok, cool. Bah oui, cool, parce que c'est une petite mécanique plus plus assez sympa ça. Et enfin, euh, pion-pont. Ah ouais, carrément, il considère que ça c'est un pion. J'aurais appelé ça une tuile, mais enfin. Allez, on a 2 pions-ponts qui fonctionnent comme des zones supplémentaires. La mise en place des quêtes indique comment les placer. Les ponts sont des zones d'ombre, donc bénéfiques pour nous, et sont considérés comme une dalle séparée pour tout ce qui est des effets de jeu. Ah oui, s'il y a un effet de jeu qui spécifie sur les, je sais pas moi, 3 dalles adjacentes, ça c'est une dalle et une zone à la fois. Des abîmes, qu'est-ce que c'est que ça? Alors les abîmes, par exemple, certaines zones n'ont pas de sol apparent. Ce sont des zones d'abîme. Elles sont infranchissables. Ni héros ni ennemis ne peuvent entrer dans ces zones. D'accord. Ah, règle de jeu en solitaire. Lors d'une partie solo, le joueur ne choisit qu'un seul héros, mais il est considéré comme jouant 2 héros pour toutes les autres règles. Santé des monstres, nombre de séides dans une bande. Le héros dispose de 4 actions par tour au lieu de 3. Ouais, 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 c'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. Ça peut avoir son intérêt pour, je sais pas moi, une partie rapide, pour vraiment se focus sur un héros pour bien le maîtriser. Ça permet de jouer sans avoir à manipuler 2 héros. Ok. Oh, c'est pas mal, c'est existant. Après, on a un mode défi Hellbreaker. Les joueurs choisissent d'augmenter la difficulté d'une quête
en réduisant le nombre de pions porteurs de vie à 1. Ouais, alors donc ces jetons-là pourraient jouer à 6 joueurs en ayant seulement un jeton porteur de vie. Donc une seule chance de faire revenir un héros KO et de le remettre sur pied. Ouais, c'est chaud, hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin. Et un dernier point de règle, départager les égalités, sauf indication contraire lorsqu'un effet de jeu permet plusieurs options. Les joueurs choisissent laquelle résoudre. Bon, ça va. Ça va. Et derrière, on a dit qu'on attaquerait avec, que l'on finirait avec les classes de héros et notre tranche de pastèque, qu'est le magicien. On verra ça la prochaine fois. Pour débriefer sur ce que l'on a lu là, bah, ma foi, rien de bien d'affolant. La phase des ennemis est quand même super simple, ça me plaît. On va rester dans du gameplay assez speed. Alors pas trop parce qu'il va pas falloir faire de conneries dans la gestion, mais c'est vrai que c'est assez rapide. La phase de gain de niveau, ultra soft. La phase des ténèbres, rien de bien méchant non plus. On fait attention à bien appliquer les symboles qui correspondent à l'arrivée du curseur ténèbres. Les zones d'ombre et de lumière, ok. Boss, alors là, boss, c'est vraiment très particulier. Ça mérite de s'y replonger un petit peu. Les capacités spéciales, je pense que c'est assez rapide à se remettre en tête. Et puis alors, les différents pions avec leurs effets, c'est super simple, c'est bien. C'est très bien, ok. Ok, ok, ok. Je crois que je dis souvent ok, il va falloir que je me calme sur cette répétition de mots. Mais on va considérer que c'est le rhume, hein, vous le savez, ça a des effets assez divers et variés. Alors, on se dit à quand? Probablement d'ici la fin de semaine, dans quelques jours, tout au plus, le temps que je me remette. Et puis après, une fois qu'on aura vu les héros, ça va me permettre, en tout cas moi, de finir la préparation de Core Space. J'ai encore un petit chouille de boulot dessus, c'est soft. Mais bah, je pourrais, parallèlement à ça, attaquer le reste des peintures du boss et des 3 autres monstres errants, plus les 2 boîtes de monstres que j'avais achetées. Ça me permettra entre-temps de réceptionner la boîte pour le nécromancien et moine qui rejoindront nos chouettes aventuriers. Et puis voilà, après ce sera du jeu et du gameplay, ça va être cool. Bon bah je maintiens que ce Massive Darkness 2 est vraiment très très appétissant. Allez, je vous laisse ici, portez-vous bien, soignez-vous, c'est important pour que vos jets de dés soient réussis. Salut, salut.